Constitution du 11 décembre 1990, c'est le nom qu'il conserve, sauf si mes invités viennent à dire le contraire, même si elle a été modifiée par une loi en date du 1er novembre 2019. Dans cette Constitution révisée, certains détails restent à comprendre, notamment ceux relatifs au mandat et au parrainage. Mandat du président de la République, mandat du vice-président, accession au pouvoir du vice-président, mandat des députés, mandat des conseillers, peut-être également si nous en avons le temps, et surtout parrainage. Tout ce qui a changé nécessite une pédagogie, une explication. Et qui mieux qu'un juriste et un député, de surcroît président de la commission des lois au niveau de l'Assemblée nationale du Bénin, pour mieux nous éclairer. Je reçois donc pour vous aujourd'hui Maître Charles Barou, avocat, juriste bien sûr, et analyste de la vie politique. Maître Charles Barou, bonsoir et merci d'accepter notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. En face de vous, je l'ai annoncé, c'est le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, honorable Orden Aladati. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci, vous aussi, d'accepter à nouveau de participer à ces explications que nous avons voulu, de ces émissions pédagogiques que nous avons voulu organiser sur la révision de la Constitution, sur ce qui a changé, sur ce qui n'a pas changé et sur ce que la modernisation de notre Constitution apporte à notre pays. Pour entamer ce débat, nous allons revenir, puisque nous parlons de mandat et de parrainage, rapidement sur l'institution du poste de vice-président Orden Aladati. Pourquoi fallait-il un poste de vice-président et pourquoi en faut-il un à partir de 2021 ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui, il faut un poste de vice-président, pas nécessairement le poste de vice-président. Je pense que le débat ne devrait pas se cristalliser principalement autour du poste de vice-président. Il faut qu'on comprenne la problématique, il faut qu'on comprenne ce qui est derrière ce poste de vice-président. Nous avons voulu instituer des élections générales avec une année électorale, avec un cycle d'élections générales tous les 5 ans. Si nous instituions des élections générales avec une année électorale tous les 5 ans, il ne faudrait pas qu'on puisse accepter des cas de vacances de pouvoir au sommet de l'État. Si le cycle mandat qui est entamé n'est pas achevé, nous allons déranger et bousculer le cycle électoral. Si un mandat présidentiel, par exemple, est écourté du fait de décès, d'empêchement ou autre, on risque d'avoir une élection anticipée et c'est le cycle des élections générales qui s'en trouvera perturbé fondamentalement. C'est pour ça que lorsqu'on veut instituer des élections générales, il faut faire en sorte qu'un mandat qui commence puisse aller à terme. Donc celui qui est titulaire du mandat, il en arrive à décéder, à être empêché. Il faut prévoir le mécanisme pour que ce mandat que lui l'a entamé puisse aller au bout, même si ce n'est pas avec lui. Je pense, je l'ai déjà dit sur votre plateau, à partir de cet instant, il faut prévoir des mécanismes qui permettent la non-interruption et qui permettent donc la pérennisation donc, du mandat. Et c'est dans la recherche donc, des modalités que la question de la vice-présidence est intervenue. Alors, justement, la possibilité des élections générales pour mettre en place un cycle électoral ne risque-t-elle pas de perturber un peu, je dirais, l'influence qu'une Assemblée nationale qui peut être d'opposition à la mi-mandat pourrait exercer sur un chef d'État? C'est-à-dire que le contrôle de l'action gouvernementale ne risque-t-il pas d'être perturbé si le président arrive, il est élu et que à sa suite une majorité de députés favorables sont élus en même temps? C'est possible, ce n'est pas à éliminer, mais le tout dépend des rapports de force en présence et c'est toujours des rapports de force. Et l'élection du président de la République ou actuellement du duo à la tête du duo ne doit pas amener à dire que les élections législatives qui suivent sont identiques. Il y a des mécanismes ou des réflexes qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais il faut pas. Ce débat a eu lieu ailleurs où on s'est demandé que la réduction du mandat de 7 ans à 5 ans et qui fait que l'élection
présidentielle se tient dans la même année que les élections législatives en France, pour ne pas le nommer, si ça n'allait pas amener à une certaine si ça n'allait pas amener l'exécutif à phagocyter un peu le législatif, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que tout dépendra des rapports de force. Déjà, il est déterminant de se dire que le président de la République doit avoir tous les moyens nécessaires à l'exécution de son programme d'action. Et si cela passe par le fait d'avoir des élections qui suivent tout juste après, qui fait que la population est dans la ferveur ou dans la dynamique de son élection, pourquoi pas? Le plus important étant de lui donner les moyens nécessaires. Mais ensuite, il y a également la force en présence. Quand je parle de force en présence, il y a l'opposition qui, tirant leçon de l'élection présidentielle, peut s'adapter pour les élections législatives afin de contrôler... Quelques mois, quelques semaines... Quelques semaines, comme je le dis, les dynamiques n'étant pas toujours les mêmes. Mais ce qu'on doit garder, c'est que le Parlement soit acquis ou non au président de la République, le Parlement a des obligations constitutionnelles. Donc le Parlement doit, quel que puisse être son bord politique, vérifier, contrôler l'action du gouvernement. De sorte que le fait qu'il y ait des élections générales la même année ne doit pas amener le Parlement à ne pas jouer le rôle qui lui est dévolu par la Constitution, par le peuple. Honorable Odin Ladati, dans la nouvelle Constitution, dans la nouvelle mouture de la Constitution, vous avez, les députés ont parlé des conditions de présence et de conditions de résidence lors du dépôt de candidature d'un duo à la présidence de la République. Par le passé, on parlait de conditions de résidence. Maintenant, il est dit que le candidat doit être présent au moment du dépôt de sa candidature. Qu'est-ce qui a changé et pourquoi avez-vous changé cette disposition? D'accord. Je ne sais pas si je perturbe votre démarche, mais je voudrais dire un petit mot sur la question. Il n'y a pas de problème, allons-y. Je pense qu'il s'est formé dans la tête des concitoyens que c'est lorsqu'on arrive à paralyser l'action gouvernementale que le pays se développe. Je pense que c'est une perception psychologique qu'il faudrait qu'on dépasse. Moi, déjà dans les années 1995 au pays, quand j'ai suivi l'opposition qui a été faite au président Soglo au pouvoir, contre laquelle il a réagi, peut-être pas la façon parfois la plus élégante qu'il soit en son temps. Je dis, il faut que dans le pays, on puisse inventer des règles pour que les libertés fondamentales, les libertés individuelles, les libertés fondamentales soient préservées et qu'on ait des règles efficaces en matière de gestion, de transparence, de gestion des ressources de l'État. Lorsqu'on a ces deux facteurs, il faut permettre, surtout en Afrique, au président élu de pouvoir gouverner. Nous avons l'impression que c'est lorsque nous empêchons le gouvernement, nous paralysons l'action gouvernementale que le pays se développe. C'est un leurre. Et dans les années à venir. C'est-à-dire que si l'on perçoit ce que je dis par rapport à aujourd'hui, on peut ne pas comprendre. Mais je demande à chacun de fermer un peu l'œil et de nous projeter dans 20 ans. Il faut que le président de la République qu'on va élire dans 10 ans, dans 15, dans 20 ans, puisse avoir la possibilité de gouverner. Même si les règles de la République doivent permettre de contrôler les finances, d'avoir des règles de transparence et de préservation des libertés politiques. C'est ma conviction et je l'ai, et ça ne date pas, il y a 20 ans en arrière, et je le dis. Alors, par rapport à votre question, par rapport à la question de résidence, oui, on a allégé, on a assoupli. Avant, pour être candidat, par exemple, au présidentiel, c'est apprécié par rapport au moment des élections. Et nous savons que le moment des élections a été nébuleuse. Personne n'a jamais su ce qu'on a appelé au Bénin le moment des élections. C'est une notion un peu vague que le législateur a voulu préciser cette fois-ci pour dire que pour la candidature, il faut simplement donner la preuve qu'on est présent au Bénin au moment où l'on enregistre les candidatures. Mais pendant que d'autres pays durcissent cette condition, c'est-à-dire qu'il faut avoir résidé dans le pays pendant 1 an, pour d'autres pendant 2 ans, comment comprendre qu'au Bénin, on permette à des personnes qui n'ont peut-être pas la connaissance de la sociologie béninoise de quitter un autre pays, même s'ils ont la nationalité béninoise, de venir déposer leur candidature et éventuellement de se faire élire président de la République. Le fait pour les personnes, les candidats, les listes de candidats, de ne pas participer à la compétition, vous savez ce que ça a créé lors des élections dernières, par exemple. Alors, si les règles
sont édictés en sorte que certains, du point de vue de leur faculté à pouvoir, n'y arrivent pas, ça nous crée beaucoup plus de problèmes dans la cité. Alors, donc, c'est ouvert. Le Béninois qui est à la diaspora, qui a décidé de se faire à l'extérieur du pays, soit de son chef ou même par obligation professionnelle, demeure un citoyen plein lorsqu'on appréhende et l'on parle des élections présidentielles. C'est pourquoi il faut lui permettre d'être d'abord candidat. Mais pour être candidat, il y a d'autres conditions qui sont requises. Et c'est pour ça qu'il faut appréhender ce problème-là dans son ensemble, dans son tout. Ce que vous avez comme préoccupation, vous allez bien remarquer que quelqu'un qui ne connaît pas le pays, qui n'est pas assis, qui n'a aucune assise politique au pays, il lui sera difficile demain d'être candidat au poste de président, par exemple. La question du parrainage est là, par exemple. Justement, parlons du parrainage. Maître Charles Badou, il est désormais prévu que les candidats au poste de président de la République doivent être parrainés. Les conditions de la loi vont définir le parrainage, mais parrainer, est-ce que ce n'est pas là un moyen, un risque ou un moyen d'écarter certains candidats? Cela est possible, mais permettez-moi de revenir sur la question précédente. Vous savez, on ne peut que se réjouir chaque fois qu'il y a plus de clarté. Avant, il était dit qu'il devait résider au Bénin au moment des élections. Maintenant, on dit qu'il doit être présent au moment du dépôt de sa candidature. C'est clair, c'est simple. Il doit en principe pas y avoir de polémique. Le tout pour lui étant de pouvoir faire acte de présence. Et cette présence peut être constatée à tout moment, notamment par la commission chargée des élections. Puisque la question de résidence peut amener débat. Est-ce que c'est une résidence, est-ce que c'est un domicile? Quoique les notions soient clairement définies, mais lorsqu'on veut polémiquer, on peut toujours trouver matière à polémique. Pour ce qui est de votre question, est-ce que ça ne peut pas procéder ou ça ne peut pas constituer des facteurs de sélection ou de discrimination? La crainte a été partagée ailleurs aussi. Nous pouvons la partager ici, mais en principe, non. Puisque, pourquoi est-ce qu'il y a un parrainage? C'est le débat qu'il faut poser. Pour ça, on en vient à un parrainage. Le parrainage, c'est le fait pour des élus ou des citoyens, comme dans certains pays au Sénégal, de présenter à l'élection des candidats lorsque c'est une condition d'éligibilité de ce candidat-là. Donc, la base et le substrat du parrainage, c'est une certaine légitimité. On veut éviter que des personnes qui sortent de nulle part, qui n'ont pas un minimum de légitimité ou de visibilité politique, puissent prétendre ou se prévaloir de ce statut-là et vouloir être candidat. Mais lorsque vous voulez être président de la République, vous devez avoir les rapports de force suffisants. Vous devez avoir les relais locaux suffisants. Et ces relais locaux passent notamment par les élus. La Constitution n'a pas précisé. Donc, il appartiendra au Parlement de préciser ce qu'il entend par élu. Est-ce que, en parlant d'élus, on se limite simplement aux parlementaires, ce que je ne souhaite pas? Est-ce qu'on descend au niveau des élus locaux, au niveau des conseillers communaux, etc. Donc, il faudra, c'est à ce moment-là que la crainte peut naître. Mais je ne crois pas que le principe posé par la Constitution en lui-même peut donner source à crainte. Alors, on parle notamment, au delà des élus locaux, ou plutôt des élus municipaux, et on sait que les élections locales et municipales seront organisées en 2020, mais il y a également une partie de l'opposition, des invités sur ce plateau même, qui ont estimé que le lien entre le député dans une localité et les élus locaux est un lien suffisamment fort pour que les parlementaires actuels puissent, dans une certaine mesure, phagocyter les prochains élus et les conduire à ne choisir comme candidat à la présidentielle que ces parlementaires-là auront décidé. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, donc la question du parrainage, j'ai entendu dire sur certains plateaux que c'est une question qui n'a pas été retenue lors du dialogue politique. J'ai eu l'honneur d'être dans le trio qui a rédigé le rapport du dialogue politique. Et la question du parrainage est bien consignée donc, dans les clauses, dans les conclusions donc, du dialogue politique. Parmi les questions consensuelles. Les questions consensuelles, quand vous prenez la recommandation numéro 2, le point numéro 2 sur les aménagements à apporter donc, au code électoral, il y a entre autres la question de la prépondérance des partis politiques donc, dans la compétition électorale qu'il faut assurer.
et entre autres par le parrainage des élus. Et lorsque nous nous sommes retirés avec les délégations, les présidents du parti, nous avons insisté, et puisque les partis d'opposition ont insisté sur le type de parrainage qu'il fallait. Et c'est pour ça, votre préoccupation, je peux y répondre. Dans la formulation, on a dit le parrainage des élus, notamment communaux. Le parrainage des élus, ce n'est pas dans la Constitution. Ça fait partie donc des recommandations de la synthèse du dialogue politique. Et ça, la question a été fortement discutée, a été consensuelle. On a dit qu'il faut un parrainage pour pouvoir assurer la prépondérance des partis politiques dans la compétition électorale. Parrainage de qui? Parrainage d'élus, notamment communaux. Les élus locaux ne sont pas exclus, les parlementaires ne sont pas exclus. Ne sont pas exclus. Et là, la question a été même au dialogue, on a dit et où députés et ou élus communaux. Et où. Donc, vous avez soit des députés, soit des élus, un savant dosage entre les deux. Voilà. Il appartiendra à la représentation nationale d'en fixer le seuil, de dire si ce serait simplement les maires, si ce seraient les conseillers communaux globalement, et si ce seraient les conseillers locaux. La représentation nationale devrait faire un choix qui puisse permettre l'opérationnalisation de cette pensée. Pour l'observateur de la vie politique, n'y a-t-il pas risque, selon vous, dans la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, que la décision qui sera prise au moment de la formulation de la loi soit d'une certaine façon en faveur peut-être du choix des députés comme parrains ou du choix des maires, c'est-à-dire de façon à ce que le contrôle sur les parrains puisse être le plus large possible? Qu'on ne se leurre pas. Il y aura toujours de suspicions ou autre. Il y aura toujours une prééminence des partis politiques, puisque c'est la volonté de tous les acteurs de la vie politique que les partis politiques jouent un rôle important. Il y aura toujours certaines personnes qui ne réussiront, quelle que soit la formule retenue, qui ne réussiront pas à obtenir le parrainage nécessaire. Ça s'est vu ailleurs. Il y a de fortes chances que ça se voit ici aussi. Donc, il faudrait retenir des critères qui soient pas trop draconiens, mais également qui ne soient pas trop larges, parce que le but du parrainage est quand même d'aller vers un certain filtrage. Le filtrage ne sera pas utile lorsque les mailles sont trop serrées. Ça sera également inutile lorsque les mailles sont trop larges. Donc c'est un peu le juste milieu qu'il faut rechercher. Je pense que sur la question, je ne vais pas rassurer puisque je ne représente pas les 83 députés. Mais cela dit, nous avons été au dialogue dans un certain esprit. Il y a eu des points de consensus. Je crois que ceux qui sont députés à l'Assemblée nationale devraient rester dans l'esprit du dialogue. La conférence des présidents a été entreprise par le président de la République et les députés à l'Assemblée nationale ont été entrepris par le président de la République dans ce sens. Et moi, je fais partie d'un parti Union progressiste où les consignes ont été très précises par rapport aux recommandations du dialogue politique. Je ne crois pas que, donc, une fois au Parlement, donc sur le code électoral, les députés puissent revenir sur ces points de consensus. Et là, je suis vraiment centré sur les points de consensus. J'entends dire, oui, nous avons dit ceci, nous avons dit, oui, ça a été dit, mais focalisons-nous d'abord sur les points de consensus. Si sur les autres points, il y a des pas qui sont faits, tant mieux. Mais ce qui m'engage et ce qui engage, à mon avis, la représentation nationale, parce que les deux partis qui sont représentés au Parlement aujourd'hui étaient parties prenantes au dialogue politique. Et ces partis ont été entrepris par le chef de l'État au fin de donner satisfaction, de donner suite aux points consensuels du dialogue politique. Si je le sais, je crois que l'un dans l'autre, nous devrions faire en sorte. Et ça a été dit notamment communaux. Vous savez, si par exemple dans le code électoral, on dit qu'il y a le parrainage et que le parrainage ne doit être donné que par les députés, vous comprenez que nous ne soyons pas dans la logique de l'apaisement dans le pays. Nous aurons les élections, les prochaines élections présidentielles où la question du parrainage sera requise en 2021. Si vous prenez 2021, entre-temps, en 2020, nous aurons des élections communales et municipales au moins. Donc, si on permet donc aux élus, notamment communaux, peut-être les maires, on verra bien ce qui sera décidé, de parrainer, mais tout le monde ira en compétition, je l'espère, en 2020. À partir de cet instant, je crois que même les partis qui ne sont pas aujourd'hui représentés au Parlement auront la possibilité donc de pouvoir parrainer des candidats. Après,
à quel seuil nous allons fixer pour le nombre de parrainages requis et tout ça, ce serait des questions à discuter, mais de faire en sorte que la plupart des grands partis, parce que c'est ça l'objectif, la plupart des militants, des élus des grands partis puissent vraiment avoir la possibilité de décider et de proposer et de parrainer des candidats. Parlons maintenant de l'élection présidentielle, des conditions de l'élection présidentielle. Il faut désormais un président et un vice-président. C'est un duo de candidats qui doit désormais être présenté pour cette élection-là. Et les conditions globales n'ont pas changé. L'âge 40 ans révolu. Vous avez même modifié quelque peu cette disposition-là, 40 ans révolus et 70 ans au plus révolus à la date de l'entrée en fonction. Cette modification, Maître Echalbarou, vous inspire-t-elle quelque chose? Qu'est-ce qui motive le fait que les députés ne parlent plus de 40 ans au moins et 70 ans au plus, mais on parle maintenant de 40 ans révolus et 70 ans révolus. Le constituant a voulu dire de manière claire et nette qu'il faut avoir 40 ans plus un jour. C'est-à-dire qu'il faut avoir au moment de l'élection 40 ans. Ce n'est pas 39 ans, être dans sa 40e année. Il ne faut pas non plus être dans sa 111e année, 40 ans quelques jours. Vous avez 40 ans où vous ne l'avez pas, vous avez 70 ans où vous ne l'avez pas. Donc c'était une précision, encore une fois, ça va vers la clarté souhaitée. C'est même cette explication, vous n'avez pas besoin d'ajouter quelque chose. Non, quand même un petit point, parce qu'il y a une autre dimension de la question. Là maintenant, c'est bien la clarification apportée par Maître Badou. Vous connaissez le jurisprudent, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Mais c'est à la date de la prise de fonction du candidat qu'il est question. L'âge n'est plus appréhendé par rapport au scrutin, mais à la date d'entrée en fonction. Parce que c'est par rapport à l'ECC. 6 avril pour le président de la République. Exactement. Donc, c'est une précision, petite précision et puis une petite détail. Voilà. Voilà. Très bien. Nous allons également évoluer sur le duo du président de la République. Nous savons les conditions donc pour être candidat, pour être admis à être candidat, mais il y a également des conditions dans lesquelles on peut invalider un duo de candidature alors que ce duo a déjà déposé cette candidature. Pouvez-vous nous les rappeler rapidement? Oui, alors invalider, il y a deux étapes. Il y a l'étape où les dossiers sont déposés et puis après, quand les dossiers ont fini d'être déposés. Donc, quand les dossiers ont fini d'être déposés pour faire court, lorsque le candidat à la présidence décède, vous savez, c'est un ticket. Avant l'élection. Voilà, c'est un ticket. On a quelqu'un qui est candidat au poste de président. Et à côté, il se fait élire parce que on dit président, vice-président, mais en réalité, c'est le président de la République qu'on veut élire, qu'on le veuille ou non. C'est pour des questions de vacances qu'il ne faut pas permettre qu'on dit que le président doit se faire élire en ticket avec un vice-président pour l'éventualité où il y aura vacances. Donc, c'est le président. Donc, le candidat au poste donc, de président, avec en ticket un vice-président. Ce candidat principal décède à une date suffisante avec cela, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas dire que le vice-président conduise la liste. Telle n'est pas nécessairement la volonté de ceux qui ont voulu parrainer, tel n'est pas nécessairement le parti peut-être duquel est issu le candidat à la présidence de la République. Donc, si ce cas arrive, donc ça veut dire que la liste, le duo tombe. Et Maître Badou, on a prévu également le cas où le vice-président décède ou il est empêché, mais à ce moment-là, la liste n'est pas invalidée. C'est-à-dire que le candidat désigne quelqu'un d'autre pour être son colistier à cette élection-là. La loi distingue. En vérité, il y a deux possibilités. D'ici, c'est possible. C'est-à-dire que c'est le candidat qui est toujours candidat, mais son vice-président a eu un empêchement ou est décédé. Parce qu'il y a les deux conditions. S'il a eu un vice-président où il est décédé, sa candidature n'est pas invalidée. Il va aux élections, mais il va aux élections seul. C'est exactement cela. Bon, c'est exactement ça. Il va aux élections seul. Maintenant, s'il est élu président, il dispose d'un délai de 48 heures pour saisir l'Assemblée nationale qui, à ce moment-là, élit le nouveau vice-président. Maître Badou, sur cette question, une petite nuance. Ça dépend du moment
où l'empêchement, le décès, l'empêchement du vice-président est constaté quand ils sont candidats. Imaginez, nous lançons les candidatures. Le duo se présente, la candidature acceptée. Donc, nous disposons d'un temps suffisant pour encore faire les bulletins et autres. Donc, si le candidat à la présidence de la République a la possibilité de proposer un nouveau vice-président dans le processus à candidature, il le fait. C'est pourquoi certains ont dit non, dans une constitution, on ne peut pas mettre si possible et tout ça. Il le fait. Mais si le vice-président décède, alors que nous sommes à 2 semaines où les bulletins de vote sont déjà imprimés, tout est déjà imprimé, on ne va pas demander aux candidats à la présidence d'aller nécessairement choisir un vice-président. Donc nous sommes dans le cas d'une impossibilité parfois matérielle. Dans ce cas, il va aux élections et il a un délai pour pourvoir à sa vice-présidence. Voilà le cas. Donc, ce que je disais tantôt, ça revient là. Ce qui est principal, c'est le candidat à l'élection présidentielle et non le vice-président. Ils sont 7 élus en duo, mais c'est d'un président de la République qu'il est question. C'est d'un président de la République, c'est un président de la République, que nous allons élire. Bien. Donc, c'est exactement ce que je disais, c'est l'article 45 nouveau. Et je disais qu'il faut distinguer 2 temps. Le premier temps, l'élection n'a pas encore eu lieu. Il a la possibilité de désigner un nouveau vice-président pour constituer le duo avec lequel il ira aux élections. À ce moment-là, si c'est le vice-président qui décède ou qui a un empêchement, il désigne un nouveau vice-président. Mais il est déjà élu. Et la loi dit lorsqu'il est élu, parce qu'il peut être élu seul. Dans ce cas-là, le président de la République peut être élu seul. Seulement, s'il est élu seul, 48 heures après sa prestation de serment, il doit saisir le Parlement pour qu'il soit désigné un nouveau vice-président. Très bien. Nous allons évoluer également pour parler de l'élection d'un duo par suite de désistement de duo de challenger. On a connu un cas dans ce pays où le candidat à la présidence de la République s'est retrouvé avec des désistements à la chaîne pratiquement. C'était, sauf erreur de ma part, en 2001. Mathieu Kérékou contre Nicéphore Soglo. Nicéphore Soglo s'est désisté au second tour. Ensuite, Maître Adrien Mbouyi s'est désisté lui également. Et Mathieu Kérékou s'est retrouvé en face d'un de ses ministres, notamment l'ancien président de l'Assemblée nationale, Bruno Amoussou, et il a été question d'un match amical, c'est le terme que nous avons utilisé. Dans le cas où un candidat à la présidence et à la vice-présidence se retrouve dans le cas d'espèce, et puis les duos, puisqu'on ne va plus avoir beaucoup de candidats avec les parrainages, plusieurs duos de candidats se désistent, que va-t-il se passer? Bon, les mêmes choses presque. Il faut permettre à ce que la Sénat appelle en compétition les duos suivants, en termes donc de résultats, peut-être du premier tour. Premier, deuxième qui se désiste, un autre qui se décide. Si nous en arrivons à une situation, et c'est ça que le président Amoussou a évité, parce que la Constitution n'était pas très claire, c'est ça qui a été le match amical dont vous parlez. Donc, on va appeler les duos qui suivent. Mais si nous n'avons pas de duo et qu'un duo se trouve seul en liste, il sera déclaré élu. On a dit de façon expresse que dans ce cas où nous n'avons pas d'autres personnes par suite de désistement susceptif et tout, et qu'un duo se trouve seul en liste, ce duo-là sera déclaré élu. Est-ce que la légitimité d'un tel duo élu suite au désistement à la chaîne des autres duos ne pose pas problème, à votre avis, Maître Badou? À mon sens, non, puisque les autres ont refusé de compétir. Mais le peuple n'a pas voté au second tour. Le peuple n'a pas voté au second tour, mais ce n'est pas du fait du duo qui sera déclaré élu. On ne va pas reprendre non plus les élections parce que n'oublions pas, c'est la logique des élections générales. Ça va fausser, ça risque, ce n'est qu'un risque, de fausser les élections générales. Le but est de maintenir les élections générales pour les diverses raisons qui ont été déjà évoquées. Je ne reviens pas là-dessus. Donc, ça ne manquera pas de légitimité parce que n'oublions pas que c'est déjà le peuple qui a porté ce duo-là au second tour. Donc, il y a déjà un choix porté sur ce duo, même si ce n'est pas un choix définitif. Ensuite, ce n'est pas du fait du duo si la compétition n'a pas eu lieu. Dans le cas où des gens qui se sont engagés pour aller aux élections se désistent de façon en chaîne, on fait comment?
alors vous allez soumettre la seule liste au référendum avec les moyens requis ou bien qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est pour ça qu'on dit il y a déjà une sélection, il y a un duo qui est venu en tête. C'est pas souci d'économie qu'on renonce dans ce cas-là au second tour. Et l'argument le plus fort au niveau institutionnel, c'est ce qu'a dit Maître Badou. Si vous reprenez les élections, vous n'êtes plus dans la logique des élections générales, vous faussez tout. Très bien. Parlons à présent de l'entrée en fonction du vice-président en qualité de président de la République. Les conditions, c'est la démission ou l'empêchement, le décès du chef de l'État. En ce moment-là, que fait-il lui aussi pour éviter une nouvelle vacance de pouvoir? Vous parlez du vice-président. Du vice-président qui devient Alors, président. le vice-président qui devient président de la République, par suite de décès, d'empêchement et autres, prête serment en tant que président de la République. Alors, lorsque le président de la République décède, c'est constaté par la Cour constitutionnelle, voilà, il y a décès, il y a vacance. En ce moment, le vice-président est appelé donc à prêter serment. Il prête serment et 48 heures après, puisque c'est lui qui était le vice-président, lui n'en avait pas un. Il devient président de la République, il prête serment et il a l'obligation de se faire élire par le Parlement un vice-président dans les 48 heures. Alors, il choisit, lui, son vice-président avec le processus qui est requis. Donc, le nouveau vice-président donc, est élu par le Parlement. Ça veut dire que l'ancien vice-président devient président de la République et lui-même, désormais, il a un vice-président. Mais maintenant, on peut aller dans les cas extrêmes où ce vice-président, d'accord, n'arrive pas dans les 48 heures à désigner son vice-président avant de décéder. C'est-à-dire que il est appelé à la présidence. Oui. Il est appelé à la présidence. Oui, tout à fait. Il prête serment aujourd'hui. Dans 48 heures, il doit avoir un vice-président. Si nous attendons 72 heures, désormais il a un vice-président. Ça veut dire que si 5 jours après, le vice-président devenu président décédait, il y a déjà un vice-président qui va lui suppléer donc, dans les mêmes conditions. Mais supposons que les 48 heures qu'il a pour désigner, lui, vice-président devenu président, les 48 heures qu'il a pour désigner son vice-président à lui, il n'arrive pas à le faire avant de décéder. C'est-à-dire que nous nous retrouvons dans une situation de vacance absolue, c'est-à-dire que le président et le vice-président ne sont plus. Ne sont plus. Et dans une condition où ce vice-président qui n'a pas eu l'occasion de désigner, lui, son vice-président. En ce moment, pour éviter le blocage, on fait appel au président de l'Assemblée nationale. M. Barou, avant de revenir à la question de la vacance absolue où le président de l'Assemblée nationale prête serment et devient président de la République, il se pose, à mon sens, un problème de légitimité du nouveau vice-président désigné par le vice-président devenu président. Est-ce que vous avez cette même perception? C'est-à-dire que l'autre a été élu sur un ticket, mais celui qui sera désigné n'a pas le parrainage d'une part et n'a pas non plus cette légitimité de l'élection présidentielle. Il y a plusieurs vice-présidents. Vous parlez du vice-président désigné par le vice-président, oui, ou bien le vice-président qui est devenu... Il n'y en a pas plusieurs. Alors, pas tous vice-présidents à la fois. Non, ils ne sont pas... Ils ne sont pas tous à la fois. Si vous permettez. Oui, c'est juste pour comprendre votre question. Le président de la République élu est empêché ou est décédé et il n'est plus en exercice. Le vice-président entre en fonction et devient président et il désigne un nouveau vice-président. Ce nouveau vice-président, est-ce qu'il ne manque pas de légitimité puisque lui, non seulement il n'était pas sur un ticket parrainé et ensuite il n'a pas la légitimité de l'élection présidentielle qui a porté le nouveau président pendant l'élection. Il faut commencer par dire que c'est un cas extrême qui est envisagé là. C'est toujours pour qu'on n'en soit pas à une vacance totale, comme vous le dites. Et ensuite, pour ma part, il ne manque pas de légitimité, parce qu'une légitimité lui est conférée par la représentation nationale, le Parlement, à une majorité qualifiée des 2 tiers. On aurait pu dire, le constituant aurait pu dire, écoutez, c'est le président, le vice-président qui devient président, qui désigne son président par décret dans son bureau, et ça s'arrête là. Mais là, dans ce cas-là, c'est le vice-président qui est devenu président, choisit son nouveau vice-président, il le fait par le biais de l'Assemblée nationale.
honorable. Ouais, vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a le poste de vice-président institué par la dernière révision constitutionnelle. Oui. Mais c'est le président de la République qui nomme le vice-président. Nous n'avons pas voulu cela ici. D'abord, nous allons au suffrage, déjà avec le ticket. Mais toutes les fois qu'on ne peut pas soumettre le vice-président au suffrage universel de population, le Parlement est là pour lui consacrer, pour lui conférer la légitimité requise. C'est ce qu'a dit M. Badou. Et voilà. Très bien. Avançons dans ce débat pour parler des conditions d'accession donc du président de l'Assemblée nationale. C'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, à la présidence de la République en qualité de président. Doit-il lui aussi, quand il se pose le cas de vacances absolues, plus de président, plus de vice-président dans les délais, est-ce qu'il doit aussi désigner un vice-président? Chacun qui devient président de la République doit avoir un vice-président. Dans le système qui est le modèle qui est proposé dans la Constitution. Il n'est plus possible d'avoir des années ce n'est pas possible. Vous devenez qui soient perturbées. Ce qui soit perturbé, ça, c'est la ligne. Et c'est clair, c'est un impératif pour pouvoir consolider les élections générales. Vous devenez, par quelque moyen que ce soit, président de la République selon les dispositions de la Constitution, vous prêtez serment et dans les 48 heures, vous désignez votre vice-président. C'est ça le principe. Donc, il ne faut pas que les populations soient embrouillées par les histoires de vice-président dont on parle. Tout cela n'arrive pas à la fois. Quand vous faites une constitution, vous allez dans les hypothèses les plus, M. Badoua dit, c'est des cas extrêmes. Vous prévoyez. Et la loi dispose pour l'avenir et dispose pour le plus difficile et même parfois pour le pire. Est-ce que vous voyez? Donc, chaque fois qu'il y a un président de la République, il faut faire en sorte que le vice-président soit là, à côté. Si par des raisons de force majeure, il n'arrive pas à le faire avant d'accéder à la fonction, lorsqu'il prête serment, il a 48 heures pour mettre en place son vice-président. C'est lorsque, au cours des 48 heures, éventuellement, un vice-président devenu président n'arrive pas à désigner son vice-président lui-même avant d'être empêché ou de décéder, c'est dans ce cas extrême simplement que l'on fait appel au président de l'Assemblée nationale pour qu'il n'y ait pas de vacances. On a également une possibilité de destitution par le président élu de son vice-président, M. Albadou. Comment cela peut-il arriver? Non, ce n'est pas le président qui destitue, même si c'est à son initiative. Il saisit le Parlement, qui procède à la destitution et qui élit en même temps un nouveau vice-président. Voilà. Pourquoi faut-il, c'est-à-dire que le président de la République, qui a été sur une même liste qu'un vice-président, décide de mettre fin aux fonctions de celui qui a été élu au même moment que lui? C'est des cas de manquement grave. C'est vrai que le terme, oui, qu'est-ce que ça peut bien signifier? Ça n'a pas encore défini ce que c'est qu'un manquement grave. Il appartiendra, lorsque l'hypothèse serait avérée et établie, qu'on puisse dire ce qu'on entend par manquement grave. De manière générale, le manquement grave, c'est lorsque vous violez de manière outrageuse les fonctions qui sont les vôtres. Vous êtes vice-président, vous procédez à un détournement, par exemple. Vous êtes vice-président, vous aliénez une partie du Bénin, même si vous n'aviez pas les prérogatives. Vous êtes vice-président, la loi dit que le président ne vous a délégué aucun pouvoir, aucune charge. Vous tentez d'en exercer. Dans ces cas-là, il y a un manquement grave. Et voyez-vous, ce n'est pas le président qui décide de. Le président a simplement l'initiative. C'est le Parlement qui, à la suite de l'initiative prise par le président de la République, peut décider ou non de la destitution. Et en cas de destitution d'un vice-président, honorable Odin Alati, que va-t-il se passer? Mais voilà, donc ce n'est pas le président qui destitue, il a dit, le président initie, et les cas de manquement grave. Un vice-président qui n'a aucune délégation de pouvoir, il n'est pas membre du gouvernement, peut utiliser son titre dans une escroquerie internationale, par exemple. Si c'est révélé, on laisse faire cela, par exemple. Et il faut envisager que demain, nous allons renforcer, les partis politiques seront prépondérants dans tout ce qui se joue là. Et un président élu ne sera pas un individu venu de nulle part, qui est au sommet du pouvoir par hasard. Un président de la République, dans les années à venir, sera nécessairement ancré
dans un parti ou dans l'autre. Il ne sera pas quelqu'un venu de nulle part. Il faut le percevoir comme ça. Et les rapports de force vont se jouer, puisque si le président de la République, qui par exemple initie la destitution d'un vice-président, ne s'entend pas avec les députés à l'Assemblée nationale, ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Et M. Labadou l'a dit, pour éviter toujours les cas de blocage, c'est pour ça que la Constitution a prévu qu'il ne soit pas différé le processus de destitution du vice-président, du processus donc de nomination d'un nouveau vice-président par l'Assemblée nationale. L'acte par lequel le président de la République saisit l'Assemblée nationale aux fins de la destitution du vice-président, c'est le même acte qui propose le nouveau vice-président qui viendra en changement. Et c'est par le même vote à la majorité qualifiée des 2/3, lorsque le vote est acquis, cela emporte donc destitution du vice-président et nomination du nouveau vice-président. À la fois, ça veut dire qu'il peut se passer que le Parlement est d'accord pour l'indignité constatée, par exemple, au niveau du vice-président. Le Parlement est d'accord pour destituer ce vice-président, mais n'est pas d'accord sur le nom du nouveau vice-président proposé par le président de la République. Dans ce cas, vous verrez très bien que le vote sera bloqué et la destitution n'aura pas lieu. Le vice-président, donc, malgré son indignité, restera en fonction jusqu'au moment où, par les mécanismes des arbitrages, des négociations politiques, le président de la République en arrive à convaincre la représentation nationale sur le nom du nouveau vice-président qu'il souhaite. Est-ce qu'on ne prend pas là le risque de voir l'État être bloqué si l'Assemblée nationale n'accepte pas le nom du nouveau vice-président? L'ancien vice-président reste en fonction. Oui, mais on aura quand même deux acteurs qui sont antagonistes désormais à la tête de l'État, même si le second n'a pas de pouvoir. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que le président de la République est seul président de la République. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais que la dualité n'était pas l'expression. Le président de la République n'a pas de concurrent au poste de président, tant qu'il vit, ou tant qu'il n'est pas empêché. Il n'a pas de concurrent au poste de vice-président, au poste de président de la République. Le vice-président n'a qu'un rôle honorifique. Il est grand chancelier de l'Ordre national du Bénin et ça s'arrête là. Donc, il ne peut pas y avoir comme vous le dites, de concurrence, il ne peut pas y avoir d'antagonisme. Vous n'ignorez même pas la sociologie de notre pays où, éventuellement... C'est pour ça que... C'est justement pour ça qu'on a fait de sorte que... Le Constituant a fait de sorte qu'il y a un président, un chef clair, déterminé, identifiable, et un vice-président qui n'est là que pour... des fonctions comme purement honorifiques. Il n'y a pas d'antagonisme possible. Maintenant, si cela arrivait, si cela advenait, la Constitution a prévu la solution de sortie. La solution de sortie qui est la possibilité pour le Parlement de destituer le vice-président à l'initiative du président. Et ça se fait par le même acte. C'est le même acte de destitution qui nomme un nouveau vice-président. Toujours le Parlement. Oui, mais est-ce que justement là, est-ce que ce n'est pas un problème? C'est-à-dire que le président de la République ne prend-il pas un risque s'il ne parvient pas à faire destituer son successeur, son vice-président? Le président ne prend aucun risque. Dans l'exercice de son pouvoir, le président de la République n'est pas perturbé par le vice-président. Il faut que ce soit très clair. Pour cause de manquement grave, l'on souhaite, et la nation aura vu, ou bien le président a constaté des choses et souhaite qu'en cas de vacances, ce ne soit pas celui-là qui prenne la tête du pouvoir. Il sollicite le Parlement refuse. Le président de la République fait l'effort de ne pas être empêché lui-même, parce qu'on connaît les cas d'empêchement. Après, il y a des causes de maladie, il y a des causes de décès qu'on ne maîtrise pas. Si le président de la République n'arrive pas à faire destituer le vice-président jusqu'à sa mort en exercice, mais il n'a même plus rien à subir. Le vice-président prend le pouvoir. Donc, mais pendant que le président est là, rien ne se passe. Simplement, après, ce ne serait pas bien pour le pays que quelqu'un qui a été confondu donc, pour manquement grave et tout ça, en arrive à prendre la tête du pays. Et c'est ce que, de son vivant, au cas où le président de la République ne souhaite pas, combien de présidents de la République meurent en exercice? C'est cas dont on dit dans notre culture, vous avez dit, on n'évoque pas trop la mort, mais nous sommes en train de faire la Constitution, il faut l'appréhender. Ce n'est pas qu'un président en exercice va mourir, on ne le souhaite pas, mais on le prévoit, on ne sait jamais. Donc, il y a un manquement grave, le président saisit le Parlement aux fins de la destitution du vice-président. Il n'y arrive pas.
et malheureusement, un empêchement survient, ce vice-président prend le pouvoir, c'est tout. Le pire qui puisse arriver, c'est cela. L'hypothèse que j'évoquais tout à l'heure en disant qu'il subit, je ne connaissais pas sa conclusion, c'était de dire le président de la République essaye de prendre l'initiative de la destitution du vice-président. Il n'y parvient pas. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il subit. Il est tenu non, de si garder... vous dites qu'il subit, oui. c'est comme s'il subit quelque chose de son mandat, de son vivant. Non, au fait, quand que... l'autre est appelé au pouvoir, le président de la République est soit déjà dans une incapacité avancée ou bien n'est plus là. Non, on n'est pas dans la même hypothèse, en vérité. Voilà. Vous êtes dans l'hypothèse où le président de la République est décédé ou est empêché. Voilà. Et là, forcément, automatiquement, avec le mécanisme prévu par la Constitution, le vice-président devient président. D'accord. Je suis dans l'hypothèse où le président n'est pas empêché. Voilà. Il veut quand même la destitution du vice-président. Il ne l'obtient pas du Parlement. Il doit rester... Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il reste président. Ou alors, et l'autre reste vice-président. Ou alors il va convaincre l'Assemblée. Quand on dit subir, c'est comme s'il était perturbé dans son pouvoir. À moins de ne pas venir à convaincre le Parlement de destituer. Les négociations politiques vont se faire là. Et c'est pour ça la prépondérance des partis politiques passe par là. C'est pourquoi la Constitution n'a pas permis que ce soit du simple chef du président de la République que le vice-président soit destitué. Très bien, nous parlons de mandat et de parrainage, surtout des mandats. Nous allons parler en quelques mots du mandat des députés avant de clôturer cette émission. Quelque chose a changé par rapport au mandat des députés. Désormais, un parlementaire en a pour 5 ans. Tout à fait. Dans l'exercice de ses fonctions. Et ce mandat ne peut être renouvelé que 2 fois. Tout à fait. Ça a été une avancée. Le député 5 ans, ça, vous comprenez que c'est la logique des élections générales. Tout à fait. Parce que pour réussir des élections générales, il faut qu'on ait la même durée de mandat pour toutes les élections que l'on met dans le package d'élections générales, à savoir les élections présidentielles, les élections législatives et les élections communales. Au moins, ces 3 élections-là font partie du package des élections générales. Donc, il faut que ce soit le même mandat. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le député, moi, en exercice aujourd'hui, j'ai un mandat de 4 ans. Si nous devons aller dans la perspective des élections générales en 2026, il faudrait qu'à partir de 2023, on ait un mandat. Sauf qu'en 2023, nous aurons un mandat de transition. Qui n'est pas compté parmi les mandats de 5 ans renouvelables. Après, c'est une autre logique. Je suis déjà dans la logique de l'alignement des mandats. Ce que ça induit. On a aligné les mandats du député à 5 ans. Député en exercice, il fait ses 4 ans. Il faut que ce soit très clair, c'est 5 ans, mais ça ne profite pas aux députés en exercice. Donc, les députés en exercice, en 2023, doivent renouveler leur mandat, donc 4 ans. Mais, le mandat étant déjà à 5 ans dans la nouvelle Constitution, ne profitera pas aux députés qui seront élus en 2023, puisque nous avons prévu les élections générales pour 2026, les premières élections générales. Donc, les députés qui seront élus en 2023 auront à peu près 3 ans de mandat, qui est un mandat de transition. C'est à partir donc de 2026 que le député qui sera élu en 2026 aura un mandat de 5 ans. Ça, c'est la première chose que nous avons eu à faire, que je demande jusqu'au bout. D'accord. Voilà. La seconde chose qui est au niveau des députés, c'est le député qui est élu désormais, à sa demande, il pourra recouvrer son siège au Parlement. Justement, c'est là la deuxième innovation, c'est-à-dire qu'un parlementaire qui est nommé dans une fonction ou qui a quitté le Parlement pour une autre promotion, il peut revenir à sa demande. Est-ce que ce n'est pas également une dégradation quelque peu du rôle du suppléant? Non, pas du tout. Et le suppléant a suppléé. Oui, mais actuellement, le suppléant supplée jusqu'à la fin du mandat. Non. Le suppléant a suppléé, la suppléance a pris fin, le député revient. Et c'est un contrat. Le suppléant savait. Si c'était en cours de chemin que cela se fait, je comprendrais. Le suppléant savait qu'en acceptant d'être suppléant, il peut être appelé à la suppléance. Et si c'est le cas, il est possible que le député revienne prendre son mandat. Vous savez qu'il n'est même pas... Le député, en acceptant d'être suppléant, en principe, ne devrait pas s'attendre à devenir député. Parce que c'est dans des cas d'empêchement, de décès ou tout ce qu'on veut. Donc, la fonction première du suppléant, ce n'est pas de devenir député. Il ne devient suppléant que dans les cas prévus par la loi. Donc,
je crois qu'il a fini de suppléer et le titulaire est revenu, il doit céder son Marocain. Et vous savez pourquoi on aménage cela? Oui, pourquoi on aménage cela? C'est-à-dire que le député qui est appelé à une autre fonction, c'est une mission, parfois républicaine, soit au Bénin, soit à l'étranger et qu'on sort. Alors, si par exemple vous êtes député, que vous êtes appelé au gouvernement, et que la gouvernance du président en exercice ne vous plaît pas, ne vous conforte plus, le fait que vous n'ayez pas la possibilité de retrouver votre siège fait que parfois vous êtes là, vous subissez, malgré vous. Il faut, ça participe donc à une meilleure gouvernance et ça participe à donner une multiplicité de possibilités de choix à l'homme politique. C'est pour ça, mais ça appelle une discussion. Quelles seront donc les conditions du suppléant? Il faudrait que les Béninois, la représentation nationale, puissent réfléchir sur ce sens pour que le député, le suppléant ne soit pas là simplement comme une marionnette et qui est appelé. Et qui, voilà. Il faut qu'au niveau de son confort mental, que quelque chose puisse être aménagé. Pour lui, un dernier mot, Maître Badou, pour clôturer cette émission. Non, le dernier mot, c'est de dire qu'il faut, je remercie l'ORTV de l'exercice qui est fait, exercice de clarification. C'est une mission du service public de porter ce test-là à la connaissance des Béninois, on ne peut que vous en remercier, et faire de sorte que je suis certain que ce test-là confortera encore plus notre démocratie et le devenir de nous tous. Merci, Maître Charles Badou. Vous êtes juriste, vous êtes un analyste averti de la vie politique béninoise. En face de vous, Orden Aladati, président de la commission des lois au niveau de l'Assemblée nationale du Bénin. Nous débattions de mandat et parrainage dans la Constitution révisée, Constitution qui garde le nom du 11 décembre 1990. D'autres plateaux viendront expliquer d'autres innovations de la nouvelle Constitution. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.